Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline Roux. Je le disais hier le matin, le ministre de l'Intérieur a expliqué qu'il vous avait accompagné dans vos divorces, vos séparations. Il s'est dit étonné de vos leçons de morale sur l'affaire Griveaux. Vous avez parlé de fautes graves. C'est plus que le coup bas d'un ancien ami. Écoutez, si la question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas une question d'anciens collègues. La question, c'est une question de principe. Ce n'est pas pour moi-même que je plaide. Je plaide simplement le fait que quand on est ministre de l'Intérieur, on ne peut pas, dans une démocratie, s'en prendre à un dirigeant de l'opposition et chercher à l'intimider par des insinuations sur sa vie privée. Parce qu'on est ministre de l'Intérieur ? Parce qu'on est ministre de l'Intérieur et parce que je suis l'un des chefs de l'opposition. Et que ça n'est pas possible. On n'est pas dans un pays, on n'est pas dans une démocratie bananière, enfin dans une république bananière. On est dans une démocratie, dans une grande démocratie. Et donc, ça suppose de respecter l'état de droit. Ça suppose pour un ministre de l'Intérieur de s'en tenir à ce qu'il est. Il est chargé de la protection des libertés individuelles et publiques dans ce pays. Il est chargé de la liberté d'expression et d'abord de celle de l'opposition. Et donc, ça suppose qu'il respecte ce pourquoi il a été nommé par le président de la République. Vous considérez que ça peut être une technique d'intimidation d'un leader de l'opposition ? C'est l'évidence. Vous vous rendez compte qu'on a aujourd'hui un débat qui se pose sur le fait de savoir si on peut ou pas utiliser la vie privée. Est-ce qu'il y a une étanchéité entre vie publique et vie privée ? Et l'évidence, c'est qu'elle doit être maintenue. Et quand vous avez quelqu'un qui cherche par des insinuations douteuses, parce qu'en l'occurrence, je ne vois pas très bien ce qu'il pourrait me reprocher, mais je ne comprends pas qu'on puisse accepter, dans une démocratie, encore une fois, le fait qu'un ministre de l'Intérieur s'autorise à aborder ces questions-là, alors même que quelques jours plus tôt, c'est l'ensemble de la République En Marche qui expliquait qu'on ne peut pas toucher à la vie privée. Vous avez demandé qu'il soit convoqué par le président et qu'il en tire les conséquences. C'est plus simple de demander sa démission, non ? Moi, je ne suis pas là, étant en plus directement visé, je ne suis pas là pour demander quoi que ce soit, sinon alerter l'opinion publique, alerter le président de la République. C'est à lui de prendre la bonne décision. Est-ce qu'il a encore confiance ? Est-ce qu'il considère qu'on peut tenir cette mission de ministre de l'Intérieur dans ces conditions-là ? Voilà. Pour le reste, moi, je ne suis pas là pour dire démission, pas démission, etc. Ça m'est complètement indifférent. Ce qui ne m'est pas indifférent, c'est qu'on est aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui se comporte comme un ministre de l'Intérieur. Voilà, c'est ça la question, la vraie question. La vraie question, est-ce qu'on s'entend, vous donner à demi-mot la vraie réponse, c'est que vous considérez qu'il n'est pas encore dans le costume de ministre de l'Intérieur ? Je considère que, et ce n'est pas très au-delà de la question qu'on a évoquée ce matin, puisque je vois y compris qu'il cherche à placer les choses sur un terrain personnel. Ce n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire de principe. Moi, je ne suis pas blessé comme il a cherché à l'évoquer. Ce n'est pas la question. La question, ce n'est pas de me présenter des excuses à moi. Il a présenté ses regrets. Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'il essaie de vous appeler ? Le problème n'est pas un problème de regrets ou d'excuses, etc. S'il veut présenter des excuses à quelqu'un, il y a un certain nombre de victimes auxquelles il peut le faire. Des gens qui ont perdu un œil, des gens qui ont perdu une main. Depuis 1 an, il y a des gens qui manifestent et qui le font dans des conditions qui malheureusement ne garantissent plus leur sécurité. Là, il y a matière effectivement à excuses. Est-ce que vous pourriez porter plainte ? Non, je ne porterai pas plainte. Je suis là pour alerter l'opinion et dire qu'il y a une dérive dans ce pays, une dérive qui est inquiétante parce que il y a des repères sur lesquels on doit notamment autour de la vie privée. Notamment autour de la vie privée. Est-ce que vous participez pas, vous aussi, à cette dérive, Olivier Faure, lorsque vous critiquez Christophe Castaner quand il a eu des photos de lui dans un cercle personnel, en expliquant que c'était pas digne d'un ministre de l'Intérieur de gérer, je vous cite, entre 2 verres, le maintien de l'ordre, parce qu'on le voyait dans une soirée privée. Est-ce que ça, c'est digne et est-ce que ça place dans le débat politique, ce genre de phrase ? Mais ce qui n'était pas digne dans le débat public, c'est d'avoir un ministre de l'Intérieur qui se comportait autrement qu'un ministre de l'Intérieur. Là encore, moi, ce que je cherche... Il n'a pas le droit de boire des verres, un ministre de l'Intérieur ? Il a le droit de boire des verres. Il n'est pas obligé de le faire devant la terre entière. Il n'est pas obligé de le faire... Enfin, c'était... Dans un bar, une boîte ? Dans une boîte, et c'est pas moi qui ai révélé quoi que ce soit de sa vie privée. C'est simplement que c'était sur la place publique, et donc je l'ai commenté. Parce que je crois qu'effectivement, devenir ministre, ça n'est pas rien. C'est une charge. Vous êtes...
celui qui représente la République, qui l'incarne. Et donc, ça suppose, au moment même où vous êtes nommé, d'avoir un comportement qui soit un comportement qui ne prête pas derrière à commentaires. Mais quelle est la limite? Vous voyez bien, c'est compliqué. Vous avez dit à propos de Benjamin Griveaux, les membres du gouvernement doivent se tenir à distance des maîtres chanteurs en ayant un comportement exemplaire. Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas faire de politique si on n'est pas exemplaire dans sa vie privée? C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Reprenons ce que j'ai... Oui, cette phrase, je l'ai dite, mais c'est pas tout à fait le sens que vous lui donnez. Ce que je dis là, c'est tout simplement que quand vous devenez ministre, vous allez prendre des décisions qui vont engager votre pays. Imaginez que les services syriens détiennent une vidéo sur vous et qu'ils puissent vous faire chanter derrière. Le problème, c'est que c'est la France qui perd une part de sa souveraineté parce qu'il y a un de ses dirigeants qui ne peut plus prendre les bonnes décisions parce qu'il a peur de révélations le concernant. Et donc, quand vous êtes ministre, et si j'étais président de la République, c'est ce que je dirais à la ministre, et ce que j'espère, c'est ce que Emmanuel Macron leur a dit depuis cette affaire Griveaux, c'est quand vous êtes ministre, vous ne pouvez pas vous comporter avec une forme de légèreté qui peut vous conduire derrière à être l'otage de maître chanteur. Ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de souveraineté. Vous le faites, vous, en tant que Premier secrétaire ? Vous pensez à cela en tant que Premier secrétaire, en vous disant je ne peux pas, à titre personnel, dans ma vie personnelle, donner de prise à mes adversaires politiques. Vous y pensez? Parce que vous considérez aujourd'hui qu'il n'y a plus de vie privée quand on est un homme public, un homme politique? Il y a bien sûr une vie privée, et c'est heureux. Mais je fais attention, et je fais attention à ne pas... non pas parce que je gère l'État, je ne gère pas l'État, mais simplement par égard pour les milliers, les millions... la milliers de militants et les millions de Françaises et de Français qui nous font confiance et qui ne pourraient pas supporter le fait que demain, je me retrouve dans une situation qui pourrait leur porter préjudice à eux. Et donc, quand on gère la France, on fait attention à la gérer parce qu'on n'est pas simplement soi-même, on est devenu l'incarnation d'un pays. Et ça n'est pas rien. Juste, est-ce qu'il vous a appelé, Christophe Castaner ? Il ne m'a pas appelé, mais c'est pas... Encore une fois, la question n'est pas une question... Je vois bien qu'il cherche à le placer sur un terrain personnel. Ouais. Ça n'est pas un terrain personnel. Encore une fois, c'est une affaire de principe. Moi, je ne suis pas... honnêtement, ça va, je me porte bien et je n'ai absolument pas de raison de m'atermoyer sur mon propre sort. Ce n'est pas du tout la question. La seule question qui vaille, c'est est-ce qu'un ministre de l'Intérieur, en France, peut se comporter autrement que comme un ministre de l'Intérieur ? Et vous souhaitez qu'il soit convoqué, je le rappelle, par le président de la République, et ça n'a pas encore été fait. On parle des retraites. La CGT a claqué la porte des négociations, veut faire une conférence de financement alternative. Est-ce que la conférence initiale de financement prend l'eau ? Je pense surtout que cette conférence de financement est un grand marché de dupes, malheureusement. Et qu'on voit bien que pendant que la conférence de financement se tient, il y a un débat au Parlement, 2 débats qui devraient en fait se succéder. Et en fait, c'est un grand mélange, un grand n'importe quoi, où personne, en fait, n'a les clés. Et donc, on voit bien que la réalité de ce gouvernement, c'est qu'il a décidé de passer en force et qu'il ne respecte ni les partenaires sociaux, ni les parlementaires. En quoi il passe en force alors qu'il négocie au sein d'une conférence de financement ? Ça, c'est du passage en force ? De dire on va réfléchir ensemble aux moyens de trouver 12 milliards ? Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'ils négocient ? Ça fait 2 ans qu'ils nous disent qu'ils négocient. Le résultat, c'est que rien n'a été retenu de ce que disaient les uns et les autres. Même les syndicats qui étaient les plus proches de la volonté d'un système à points disent aujourd'hui, par la bouche de Laurent Berger, que en fait, ce système tel qu'il est proposé aujourd'hui, il est injuste. Voilà. Vous parlez de Laurent Berger. Il a raison de dire que le sujet du financement n'est pas la priorité ? Lorsqu'on a appris qu'il faudrait 113 milliards, puisque c'est la dette cumulée d'ici à 2030 du régime des retraites, il a raison, il n'y a pas de problème de financement ? Il a raison de dire qu'il n'y a pas de problème de financement. La réalité, c'est que le trou de la Sécu sera comblé en 2024, que le système est à l'équilibre, et je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en 2040, et que nous avons largement, à partir de 2024, les ressources pour pouvoir combler ces déficits au fur et à mesure, que c'est un déficit provisoire, et donc il n'y a pas de question de financement. Par contre, il y a une question de justice qui est posée par ce projet, et pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est que le compte n'y est pas. Je vais me faire disputer, mais 49.3, vous y pensez, c'est envisageable comme hypothèse pour vous ? Ce serait une aberration. Voilà. On est sur un texte qui a fait l'objet d'un consensus au moment de la libération, et donc on ne peut pas, sur une des bases du modèle français, passer en force. Merci beaucoup Olivier Faure. C'est à vous Damien.